Il existe des sujets qui traversent les siècles sans jamais perdre leur mystère. Des récits transmis à voix basse, entre croyances, attentes et interrogations. Parmi eux, celui de la descendance du Mahdi intrigue particulièrement, car certains manuscrits anciens et récits attribués à la tradition prophétique évoquent non seulement son apparition, mais aussi ce qui suivra après lui, sa lignée, son héritage et les signes liés à sa descendance. Avant de commencer, prenons un instant pour recentrer nos cœurs. Seigneur des cieux et de la terre, éclaire nos cœurs par la vérité, éloigne-nous de la confusion et accorde-nous la sincérité dans la recherche du savoir et du sens. Guide-nous vers ce qui est juste et protège-nous de l'erreur. Et si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Témoins d'Allah. Et surtout, si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou au Canada, votre présence ici est importante. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations et réflexions profondes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat et fascinant. Les enfants du Mahdi, ce que disent les manuscrits sur sa descendance. Dans les récits anciens transmis à travers les siècles, une figure revient avec une intensité particulière, comme une présence qui traverse le temps sans jamais s'effacer complètement des consciences collectives. Le Mahdi, tel qu'il est évoqué dans ces traditions, n'est pas simplement présenté comme un personnage historique ou un acteur isolé d'un événement futur. Il apparaît plutôt comme une figure de transition, un point de bascule entre deux états du monde, entre une période de confusion et une période de réajustement profond. Ce qui frappe dans ces récits, c'est que son apparition n'est jamais décrite comme un simple événement ponctuel. Elle est souvent entourée d'une atmosphère de transformation globale, presque comme si le monde entier changeait de rythme au moment de son arrivée. Les textes ne s'attardent pas uniquement sur sa personne, mais sur ce que sa présence déclenche autour de lui. Il devient une sorte de catalyseur, une impulsion qui réoriente les trajectoires individuelles et collectives. Dans cette perspective, il est souvent mentionné que son rôle dépasse largement la durée de sa propre vie. Ce n'est pas seulement ce qu'il accomplit qui compte, mais ce qu'il laisse derrière lui. Une empreinte, une dynamique, une direction nouvelle pour les générations suivantes. Et c'est précisément à cet endroit que les récits deviennent plus complexes, plus subtils, presque énigmatiques. Car dans certains manuscrits anciens, on ne parle pas seulement de son apparition, mais aussi de ce qui vient après. Une continuité, une trace prolongée. Comme si son influence ne s'arrêtait pas à un seul cycle temporel. Certains récits suggèrent que son impact se prolonge à travers une lignée, sans toujours préciser si cette lignée est biologique, spirituelle ou symbolique. Cette ambiguïté n'est pas un détail secondaire, elle semble au contraire volontaire, comme si le sens devait être compris à plusieurs niveaux. C'est à ce moment précis que la question de sa descendance entre en scène, non pas comme une curiosité marginale, mais comme une interrogation centrale dans certaines interprétations. Que devient ce personnage après son rôle principal? Son histoire s'arrête-t-elle avec lui, ou se prolonge-t-elle sous une autre forme, plus discrète, plus diffuse, mais tout aussi significative? Certains textes, attribués à des traditions anciennes, évoquent l'idée d'une continuité après lui. Mais cette continuité n'est pas toujours décrite de manière concrète ou littérale. Parfois, elle est présentée comme une transmission de valeurs, une prolongation de principes ou une transformation de la société elle-même sous l'effet de son passage. Dans d'autres récits, on trouve des formulations plus directes qui laissent entendre l'existence d'une descendance réelle, mais sans consensus clair ni description uniforme. Ce manque d'uniformité dans les sources crée une tension intéressante. D'un côté, il y a des récits qui semblent suggérer une continuité familiale, comme si une partie de son histoire se poursuivait à travers des générations concrètes. De l'autre, certains textes insistent davantage sur une descendance symbolique, composée de ceux qui adoptent sa manière de voir, de comprendre et d'agir dans le monde. Et c'est précisément là que le mystère s'intensifie. Car plus on tente de rassembler ces différentes visions, plus elles semblent se compléter sans jamais totalement se fusionner. Chaque tradition apporte un fragment, une nuance, une perspective différente. Mais aucune ne semble vouloir enfermer le sujet dans une définition unique et définitive.
Il est intéressant de noter que dans ces récits, la notion de descendance ne renvoie pas uniquement à une question de sang ou de filiation directe. Elle prend souvent une dimension plus large, presque conceptuelle. Elle peut désigner ceux qui héritent d'une mission, ceux qui prolongent une vision du monde, ou encore ceux qui perpétuent une transformation déjà enclenchée. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement perçu comme un individu isolé dans le temps, mais comme le point de départ d'une chaîne de transmission. Une chaîne qui ne dépend pas uniquement de la biologie, mais aussi des idées, des choix et des orientations spirituelles ou sociales. Dans certains récits plus symboliques, cette idée devient encore plus profonde. La descendance n'est plus seulement humaine, elle devient presque une continuité d'état intérieur. Ceux qui suivent un certain chemin deviennent, en quelque sorte, les héritiers d'une transformation initiée à l'origine. Ce n'est plus une question de nom ou de lignée visible, mais de continuité d'influence. Ce qui rend ces textes encore plus intrigants, c'est qu'ils ne cherchent pas toujours à clarifier ces notions. Ils laissent volontairement des zones d'ombre, comme si la compréhension devait se construire progressivement, à travers la réflexion et non à travers une explication directe. Cette absence de réponse claire donne naissance à de multiples interprétations, parfois complémentaires, parfois opposées. Au fil des récits, une impression se forme lentement, celle d'un personnage dont le rôle ne s'épuise pas dans sa propre existence, comme si son passage ouvrait une trajectoire qui continue bien au-delà de lui-même. Une trajectoire qui ne dépend pas uniquement de son action directe, mais aussi de ce qui l'inspire, déclenche ou transforme dans la structure même du monde qui l'entoure. Et c'est ici que le mystère devient plus profond encore. Car si son influence continue après lui, alors la question de sa descendance prend une dimension totalement différente. Elle ne concerne plus seulement l'après, mais la continuité d'un mouvement plus vaste, presque imperceptible, mais pourtant bien présent dans certaines interprétations. Plus on explore ces récits, plus une sensation étrange se dégage. Celle d'un destin qui ne se limite pas à un seul individu, mais qui se prolonge comme une onde. Une onde qui traverse le temps, les générations, les perceptions, et qui continue de se manifester sous différentes formes. Et dans cette perspective, la frontière entre le personnel et le collectif devient de plus en plus floue. Ce qui semblait être l'histoire d'un seul homme commence à ressembler à l'histoire d'un processus, d'un basculement, d'une continuité qui dépasse les cadres habituels de compréhension. C'est précisément cette ambiguïté qui nourrit l'intérêt autour de ces manuscrits. Ils ne donnent pas des réponses fermées, mais ouvrent des pistes de réflexion. Ils ne figent pas le sens, mais le laissent évoluer, comme si chaque génération devait y apporter sa propre lecture. Ainsi, la question de la descendance du Mahdi ne peut pas être réduite à une seule interprétation. Elle oscille entre plusieurs niveaux de compréhension, entre le visible et l'invisible, entre le concret et le symbolique, entre l'individu et la continuité. Et c'est dans cet espace d'incertitude que le mystère prend toute son ampleur. Dans certaines traditions anciennes, le Mahdi est présenté comme une figure surgissant dans une époque où les repères semblent s'effondrer progressivement. Les récits décrivent un contexte marqué par la confusion, les tensions sociales, les déséquilibres moraux et une forme de fragmentation collective. Dans ce cadre, son rôle apparaît comme celui d'un rassembleur, quelqu'un qui redonne une direction à des communautés dispersées, non pas par la force brute, mais par une forme d'autorité intérieure et de clarté morale. Les manuscrits qui évoquent cette période insistent souvent sur l'idée d'un retour à l'ordre, mais pas seulement au sens politique ou social. Il s'agit aussi d'un réajustement des consciences, d'un réalignement des valeurs et des priorités. Le chaos tel qu'il est décrit ne se limite pas à un désordre extérieur. Il touche aussi les esprits, les relations humaines et la perception même du sens de la vie. Dans ce contexte, le Mahdi est parfois présenté comme un point de convergence. Des individus dispersés, perdus dans des directions multiples, se rassemblent progressivement autour d'un même axe. Les récits décrivent ce mouvement comme quelque chose de progressif, presque organique, comme si une force invisible réorganisait les lignes de fracture d'une société en déséquilibre.
Mais ce qui est particulièrement intéressant dans certains manuscrits, c'est que cette phase de rassemblement n'est pas présentée comme l'aboutissement final. Elle semble plutôt constituer une transition, une étape nécessaire, mais non définitive. Car après ce moment d'intensité et de reconstruction, les textes évoquent une période différente, plus discrète, presque silencieuse. C'est ce que certains décrivent comme l'après. Une phase moins visible, moins spectaculaire, mais tout aussi significative. Le monde ne revient pas simplement à son état initial. Il entre dans une nouvelle configuration, marquée par les effets durables de la transformation précédente. Et c'est précisément dans cette période que surgissent les questions liées à la continuité. Les manuscrits mentionnent alors l'émergence d'une génération particulière, une génération qui grandit dans un environnement déjà transformé par le passage de cette figure centrale. Ces individus ne sont pas décrits comme des témoins directs des événements initiaux, mais comme ceux qui héritent de leurs conséquences. Ils évoluent dans un monde déjà réorganisé, où les structures sociales et spirituelles ont été profondément modifiées. Certains textes vont plus loin et suggèrent que cette génération pourrait être influencée de manière spécifique par cet héritage, non pas uniquement sur le plan matériel ou éducatif, mais dans une dimension plus profonde, presque invisible. Comme si quelque chose de l'élan initial continuait à se transmettre, de manière subtile, à travers les environnements, les valeurs et les récits collectifs. C'est à ce niveau que la notion de descendance commence à prendre une forme plus complexe. Elle ne se limite plus à une simple filiation directe. Elle s'élargit pour englober une idée de continuité dans le temps, à travers des individus qui n'ont pas nécessairement de lien biologique avec la figure centrale, mais qui vivent dans le prolongement de son influence. Dans certains manuscrits attribués à des traditions anciennes, il est même évoqué que cette descendance pourrait bénéficier d'une forme de protection particulière. Cette protection n'est pas toujours décrite de manière concrète ou matérielle. Elle est parfois présentée comme une préservation du rôle, de la fonction ou de la mission associée à cette lignée. Mais là encore, les textes ne s'accordent pas tous. D'autres versions insistent sur une lecture plus symbolique. Dans cette perspective, la descendance du Mahdi ne serait pas une question de continuité familiale au sens strict, mais une continuité de principes. Une transmission de valeurs telles que la justice, l'équilibre, la réforme et la rectification des désordres. Dans ce cadre, les enfants du Mahdi ne seraient pas nécessairement des individus identifiables, mais plutôt une représentation de ceux qui incarnent ces principes dans le temps. Ceux qui adoptent une manière particulière de voir le monde, de corriger les injustices et de restaurer une forme d'harmonie dans leur environnement. Cette interprétation symbolique est renforcée par le fait que de nombreux manuscrits anciens utilisent souvent un langage métaphorique. Ils parlent en images, en allusions, en récits ouverts qui ne donnent pas toujours une lecture unique. Cela permet une pluralité de compréhension, mais cela rend aussi l'interprétation plus complexe. Ce flou entre le littéral et le symbolique n'est pas un simple hasard. Il semble structuré, presque intentionnel, comme si les textes eux-mêmes refusaient de enfermer leur sens dans une seule dimension. Ils laissent volontairement des zones d'ombre, des espaces d'interprétation, où le lecteur est invité à réfléchir plutôt qu'à recevoir une vérité figée. C'est ce qui rend ces manuscrits si difficiles à analyser de manière définitive. Ils ne fonctionnent pas comme des récits linéaires avec un début, un développement et une conclusion claire. Ils fonctionnent plutôt comme des couches de sens superposées, où chaque niveau peut être lu différemment selon la perspective adoptée. Ainsi, la question de la descendance du Mahdi devient elle-même un terrain d'interprétation. Elle peut être comprise comme une réalité historique, comme une continuité spirituelle ou comme une métaphore de transformation collective. Et aucune de ces lectures ne semble exclure totalement les autres. Dans certains passages, cette ambiguïté est encore plus visible. Les textes semblent volontairement osciller entre des descriptions concrètes et des formulations abstraites. Ils parlent parfois de générations futures, parfois d'héritage immatériel, parfois de continuité de la justice. Cette alternance crée une impression de profondeur, mais aussi d'ouverture permanente. C'est peut-être là que réside la particularité de ces récits. Ils ne cherchent pas à enfermer le sens, mais à l'étendre. Ils ne donnent pas une réponse définitive,
mais une série de pistes qui invitent à la réflexion. Et c'est dans cet espace d'incertitude que naît l'intérêt durable autour de ces notions. Car plus on tente de comprendre, plus on réalise que la réponse n'est pas unique. Elle dépend du niveau de lecture adopté, du cadre d'interprétation, et même de la sensibilité de celui qui analyse ces textes. Et c'est ainsi que les enfants du mardi, dans certains récits, deviennent une image mouvante, parfois liée à une descendance réelle, parfois à une continuité symbolique, parfois à une génération influencée par un changement profond. Une image qui ne se fixe jamais complètement, mais qui évolue selon la manière dont on l'observe. Si l'on prend un peu de recul face à l'ensemble de ces récits, en laissant de côté les lectures émotionnelles ou littérales, une constante apparaît avec une clarté presque déroutante. La notion de descendance n'est jamais enfermée dans une définition unique. Elle dépasse largement le cadre biologique pour s'inscrire dans une logique beaucoup plus vaste, où l'héritage devient une idée, une dynamique, voire un processus en mouvement. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la descendance n'a jamais été uniquement comprise comme une continuité de sang. Elle a souvent servi à désigner une continuité de mission, une transmission de sens, ou encore la prolongation d'un message à travers le temps. Autrement dit, ce qui est transmis ne se limite pas à la matière, mais s'étend aux valeurs, aux choix, aux orientations collectives. C'est dans ce cadre que la figure du Mahdi, telle qu'elle est évoquée dans certains manuscrits, peut être relue sous plusieurs angles simultanément. Et c'est précisément cette multiplicité de lectures qui donne au sujet sa profondeur particulière. Ainsi, lorsqu'on parle des enfants du Mahdi, il devient nécessaire de sortir d'une interprétation unique et figée. Le terme lui-même semble fonctionner comme un espace ouvert, un concept à plusieurs niveaux, plutôt qu'une simple désignation familiale. Une première lecture, la plus directe, consiste à envisager une descendance réelle, biologique, inscrite dans une continuité humaine classique. Certains récits secondaires laissent effectivement entrevoir cette possibilité, en évoquant des éléments liés à la famille ou à la continuité personnelle après la période d'action du Mahdi. Toutefois, ces indications restent fragmentaires, dispersées, et ne constituent pas un corpus uniforme. Elles apparaissent ici et là, sans jamais former une structure parfaitement cohérente ou unanimement acceptée. Cette absence de consensus ouvre immédiatement la porte à d'autres niveaux d'interprétation. Une deuxième lecture, plus large et plus répandue dans les analyses symboliques, considère la descendance comme spirituelle. Dans cette perspective, les enfants du Mahdi ne sont pas définis par un lien biologique, mais par une affiliation de pensée et d'action. Il s'agirait de ceux qui adoptent son approche, qui suivent sa voie, ou qui reproduisent dans leur contexte propre les principes associés à son rôle. Cette vision transforme complètement la compréhension du concept. La descendance devient alors une question d'alignement intérieur plutôt que de filiation extérieure. Elle repose sur la manière dont une idée, une vision ou une réforme peut se propager à travers des individus qui n'ont aucun lien direct entre eux, mais qui participent à un même mouvement de transformation. Dans cette lecture, le Mahdi n'est plus seulement une figure isolée dans le temps, mais un initiateur, celui qui déclenche un processus dont les effets se prolongent bien au-delà de sa présence. Ces enfants deviennent alors les porteurs de cette continuité invisible, ceux qui perpétuent une logique de réforme et de rééquilibrage dans leur propre contexte. Une troisième lecture, encore plus symbolique, élargit davantage le champ d'interprétation. Ici, la descendance ne concerne plus des individus identifiables, mais des générations entières façonnées par les conséquences de cette période. Il ne s'agit plus de savoir qui suit ou qui hérite directement, mais de comprendre comment un événement historique ou spirituel peut transformer durablement la structure d'une société. Dans cette optique, les enfants du Mahdi représentent les générations futures influencées par une transformation initiale. Ces générations ne sont pas forcément conscientes de cet héritage, mais elles évoluent dans un monde déjà modifié par ce changement. Les valeurs, les systèmes, les repères et même les perceptions du réel ont été redéfinis par le passage de cette figure centrale. Ce triple niveau de lecture révèle quelque chose d'essentiel. Les manuscrits ne cherchent pas à enfermer le sens dans une seule direction.
Ils semblent au contraire structurer leur discours de manière à permettre plusieurs niveaux de compréhension simultanés. D'un point de vue analytique, cela suggère que l'objectif principal de ces récits n'est pas de transmettre une information strictement historique, mais de véhiculer une idée plus large, celle de la continuité du changement. Autrement dit, ce qui est important n'est pas seulement l'événement en lui-même, mais ce qu'il déclenche dans le temps. Le Mahdi, dans cette lecture, devient moins un personnage qu'un point de rupture, un moment charnière où une trajectoire collective se redirige. Et une fois ce point de bascule franchi, le monde qui en découle n'est plus le même. Il entre dans une nouvelle configuration où les effets de cette transformation continuent de se déployer à travers différentes générations et différentes formes d'expression. C'est ici que la notion de descendance prend tout son sens symbolique. Elle ne désigne plus seulement une continuité familiale ou spirituelle, mais la persistance d'un mouvement. Une dynamique qui ne s'arrête pas avec l'individu qui l'a initié, mais qui se propage dans le tissu même de la société. Dans cette logique, le Mahdi peut être compris comme un catalyseur, quelqu'un dont la fonction principale est de déclencher une transformation, plutôt que de la contenir dans sa propre existence. Et ce qui suit cette transformation devient alors le résultat direct de ce changement initial. Ce qui est fascinant dans cette approche, c'est qu'elle permet de relire les récits anciens sans les réduire à une seule interprétation rigide. Elle ouvre la possibilité d'une compréhension plus fluide, où les symboles ont autant d'importance que les faits, et où le sens évolue selon le niveau de lecture adopté. Ainsi, les enfants du Mahdi ne sont pas une catégorie fixe, mais un concept évolutif. Ils peuvent être des individus, des idées, des générations ou des structures sociales, selon la manière dont on interprète les textes. Et cette flexibilité n'est pas une faiblesse dans les manuscrits, mais probablement une intention. Une manière de permettre à chaque époque de relire ses récits à la lumière de ses propres réalités. Au final, cette triple lecture, biologique, spirituelle et symbolique, montre que la descendance n'est jamais un simple prolongement linéaire. Elle est un ensemble de ramifications, de continuités multiples qui coexistent sans s'annuler. Et c'est précisément dans cette complexité que se trouve la richesse de ces récits. Ils ne donnent pas une seule vérité, mais une architecture de sens ouverte, capable d'accueillir plusieurs niveaux de compréhension en même temps. À ce stade de la réflexion, le sujet cesse peu à peu d'être uniquement extérieur. Il ne s'agit plus seulement d'analyser des manuscrits anciens, ni de comparer des interprétations, ni même de distinguer le littéral du symbolique. Une autre dimension apparaît, plus silencieuse, plus intime, presque inconfortable dans sa simplicité. La question n'est plus seulement « que disent les textes », mais plutôt « que révèlent-ils sur nous-mêmes » Car derrière la figure du Mahdi, derrière les récits de transformation et les débats autour de la descendance, se cache une interrogation plus profonde, plus universelle. Une interrogation qui dépasse les traditions, les époques et les contextes. Que transmettons-nous réellement dans nos vies? Cette question, en apparence simple, ouvre en réalité un champ immense de réflexion. Elle nous oblige à sortir du cadre purement théorique pour entrer dans une zone plus personnelle, où chaque individu devient lui-même porteur d'un héritage, conscient ou non. Car la notion de descendance, lorsqu'elle est observée sous cet angle, ne concerne plus uniquement une lignée ou une continuité historique. Elle devient un miroir, un reflet de ce que chacun laisse derrière soi à travers ses paroles, ses décisions, ses comportements et ses intentions. Dans cette perspective, chaque vie humaine peut être lue comme une forme de transmission continue. Rien n'est totalement isolé. Chaque action produit une conséquence, chaque choix influence un environnement, chaque attitude façonne un climat relationnel ou social, même à petite échelle. Ainsi, même sans s'en rendre compte, chacun participe à une chaîne invisible de transmission. Une chaîne qui ne passe pas uniquement par le sang ou la famille, mais par les effets durables de ce que nous incarnons dans le temps. C'est ici que la réflexion rejoint subtilement le thème du Mahdi tel qu'il est évoqué dans certains récits. Si cette figure est associée à un moment de redressement, de clarté et de réajustement, alors elle ne peut pas être comprise uniquement comme un événement isolé dans l'histoire. Elle devient aussi un symbole de transformation intérieure.
Et si l'on suit cette logique symbolique, une question plus directe s'impose naturellement. Sommes-nous, nous aussi, des porteurs d'héritage spirituel? Cette interrogation ne cherche pas à placer l'individu dans une position particulière, ni à lui attribuer un rôle spécifique dans une narration religieuse ou historique. Elle invite plutôt à une prise de conscience, celle de notre propre capacité à influencer, à transmettre et à laisser une trace au-delà de notre présence immédiate. Car les manuscrits anciens, qu'ils soient lus de manière littérale ou interprétés de manière symbolique, ont souvent cette particularité. Ils ne se limitent pas à raconter des événements, ils provoquent une réflexion sur la condition humaine elle-même. Ils forcent, d'une certaine manière, à regarder au-delà du récit pour interroger la responsabilité individuelle. Et cette responsabilité ne se situe pas seulement dans les grandes actions visibles, mais aussi dans les gestes ordinaires, dans les choix quotidiens, dans les intentions silencieuses qui façonnent progressivement une trajectoire de vie. Dans ce sens, la notion de descendance prend une dimension encore plus large. Elle n'est plus uniquement liée à une continuité familiale, ni même à une transmission idéologique. Elle devient une question d'impact. Quel impact avons-nous sur ceux qui nous entourent? Et surtout, quel impact laissons-nous derrière nous lorsque nous ne sommes plus là? Chaque génération naît dans un monde déjà structuré par celles qui l'ont précédé. Cette évidence, souvent oubliée, rappelle que personne ne commence à partir de zéro. Les environnements, les systèmes de pensée, les normes sociales et même les perceptions du réel sont le fruit d'un long processus de construction collective. Dans cette continuité, chaque individu devient à la fois héritier et transmetteur. Héritier d'un passé qu'il n'a pas choisi et transmetteur d'un futur qu'il influence sans toujours en mesurer les conséquences. C'est ici que la réflexion devient profondément introspective. Car elle ne concerne plus uniquement des figures historiques ou symboliques, mais l'expérience humaine dans son ensemble. Si l'on transpose cette logique aux thèmes évoqués dans les manuscrits, alors les enfants du Mahdi peuvent être compris sous un angle plus large encore. Ils ne désignent pas uniquement une descendance spécifique, ni même un groupe identifiable. Ils peuvent représenter tous ceux qui vivent après une transformation intérieure. Autrement dit, ceux qui ont été marqués par un changement de conscience, une prise de recul ou une redéfinition de leurs repères. Ceux qui, à un moment de leur vie, ont quitté un état de confusion pour entrer dans un état de clarté, même partielle. Dans cette lecture, les enfants du Mahdi deviennent une image symbolique de la transformation humaine. Ils représentent les individus qui ne restent pas figés dans leur état initial, mais qui évoluent, se corrigent, se réorientent et tentent de reconstruire leur rapport au monde. Ce n'est donc pas une identité fixe, mais un état intérieur, un passage, une transition, une forme de réveil progressif qui peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est peut-être là que le lien entre les textes anciens et la réflexion contemporaine devient le plus intéressant. Car il ne s'agit plus de chercher uniquement une correspondance historique, mais de comprendre comment ces récits peuvent résonner avec l'expérience humaine actuelle. Dans ce cadre, la descendance n'est plus une question de continuité externe, mais de transformation interne. Elle devient le reflet de ce que nous devenons après avoir été touchés par une prise de conscience, une épreuve ou une révélation personnelle. Ainsi, la véritable question ne réside peut-être pas dans l'identité des enfants du Mahdi, mais dans la capacité de chacun à reconnaître ce qu'il transmet déjà dans sa propre vie. Car au fond, chaque individu participe à une forme de descendance invisible. Une descendance faite d'influences, de traces, de conséquences et de mémoires laissées derrière soi. Et dans cette perspective, la réflexion devient universelle. Elle dépasse les cadres religieux, historiques ou symboliques pour toucher quelque chose de profondément humain, la responsabilité de ce que nous devenons et de ce que nous faisons devenir les autres à travers nous. Ce sujet, aussi mystérieux soit-il, ne peut pas être réduit à une simple analyse intellectuelle. Il ne s'agit pas uniquement d'un ensemble de récits anciens à décoder, ni d'un débat entre interprétation littérale et symbolique. À un certain niveau de réflexion, quelque chose change. Le sujet cesse d'être extérieur pour devenir intérieur. Il ne s'adresse plus seulement à l'esprit qui cherche à comprendre,
mais à la conscience qui cherche à se situer. Car au fond, la vraie difficulté avec ce type de récit n'est pas leur complexité, mais leur résonance. Ils ne demandent pas uniquement d'être compris comme des informations historiques ou des traditions transmises à travers le temps. Ils demandent d'être médités, dans le sens le plus profond du terme, pris en considération, ressentis et replacés dans une perspective plus large que la simple curiosité intellectuelle. Et c'est précisément là que la réflexion change de direction. La question ne devient plus « Que disent les manuscrits sur la descendance du Mahdi ?» mais plutôt « Pourquoi ce type de récit continue-t-il à nous interroger aujourd'hui ?» Car si ces textes traversent les époques sans perdre leur capacité à susciter des débats, des interprétations et des réflexions, c'est peut-être qu'ils ne se limitent pas à leur contenu explicite. Peut-être qu'ils portent autre chose. Quelque chose de plus subtil, une invitation, une tension, un appel à regarder au-delà de la surface. Et à ce stade, une question plus essentielle émerge naturellement. Quel impact ces récits ont-ils sur notre manière de voir le monde aujourd'hui? Cette question est fondamentale, car elle déplace complètement le centre de gravité du sujet. Elle ne nous demande plus d'évaluer uniquement la validité ou la précision des descriptions anciennes, mais d'observer ce que ces récits produisent en nous lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les lit, lorsqu'on les interprète. Car un récit, quel qu'il soit, n'existe jamais uniquement dans le passé. Il vit aussi dans la manière dont il est reçu, compris et intégré dans le présent. Et dans ce sens, les textes anciens ne sont pas figés. Ils continuent à interagir avec les consciences contemporaines, à influencer les perceptions, à nourrir des réflexions parfois profondes, parfois intuitives. Peut-être que ce que ces textes essaient de transmettre n'est pas une information figée, verrouillée dans une seule interprétation définitive. Peut-être qu'ils fonctionnent davantage comme des miroirs, des surfaces réfléchissantes qui renvoient à chacun une question différente selon son état intérieur, son parcours ou sa sensibilité du moment. Dans cette lecture, le message n'est plus unique, il devient vivant. Il évolue avec celui qui le reçoit. Et cela change complètement la manière d'aborder le sujet. Car si le sens est vivant, alors il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui est vrai ou ce qui est écrit, mais de comprendre ce que cela produit en nous. Quelle réflexion cela déclenche, quelle transformation cela peut initier, même de manière subtile, dans notre manière d'appréhender la vie, les événements ou les autres. C'est ici que l'idée de transformation intérieure prend tout son sens. Non pas